je suis médecin homéopathe à Dunkerque, médecin acupuncteur. Et je fais pas mal de nutrition, de phytothérapie, etc. J'essaie de soigner un petit peu et d'accompagner les gens de la façon la plus naturelle qui soit. Alors, on va pas se parler de micronutrition. C'est vrai que c'est un mot qui... Comment on fait pour avancer, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses et peu. D'abord, avant de parler de micronutrition, il faut souvent caler l'alimentation des gens, la nutrition des gens, parce que ça ne sert à rien de prendre des micro-éléments, des micronutriments, si on mange mal. Hein, et pour ça, souvent, je commence par des petits conseils diététiques. Je ne fais pas de gros régimes, sauf dans certains cas, mais j'essaye de donner des conseils pour harmoniser, réharmoniser la nutrition et faire en sorte qu'il y ait un équilibre nutritionnel et surtout éviter que les gens mangent de la néfaste food. Alors la micronutrition, c'est quoi? C'est un petit peu l'analyse des déséquilibres alimentaires, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer soit par l'interrogatoire, soit par des bilans biologiques, on va essayer de voir si on a des déficits en micronutriments, hein, notamment par exemple des vitamines ou bien des oligo-éléments comme le fer, le zinc, qu'on verra tout à l'heure, et qui sont en fait des catalyseurs de certaines réactions chimiques dans l'organisme, et qui peuvent perturber l'assimilation, le fonctionnement de certains tissus, de certaines fonctions glandulaires, neurologiques, ou alors aussi au sein de la cellule, hein, notamment la mitochondrie qu'on verra tout à l'heure, ou au sein aussi du noyau cellulaire et de l'ADN. Donc le but étant, c'est de rétablir l'équilibre, de rétablir un petit peu cet équilibre et d'avoir une santé globale correcte. Alors, on peut utiliser la micronutrition chez le sujet sain. Là, on va étudier la physiologie, c'est-à-dire qu'on essaye de se rapprocher de la recherche fondamentale en médecine. On va essayer de comprendre comment fonctionne un tissu, une cellule, une grande fonction, normalement dans l'organisme, donc ce qu'on appelle la physiologie, la physiologie. Et là, quand on va rééquilibrer l'individu, on aura plutôt un rôle préventif. Donc, ça, c'est le rôle avant le cancer. C'est si on peut agir avant de tomber malade, c'est quand même nettement mieux. Ensuite, si le sujet est malade, eh bien là, on va étudier la physiopathologie. Comment fonctionne une cellule, comment fonctionne un tissu quand il est malade. Et là, avec les techniques qu'on aura, on aura un rôle d'accompagnement, notamment en cancérologie. C'est-à-dire qu'on va accompagner les thérapeutiques, on va soutenir les grandes fonctions pour que les traitements fonctionnent mieux. Alors, j'ai pris un petit peu un de mes maîtres en nutrition, c'est le professeur Castronovo, qui est un médecin oncologue, sénologue belge, et qui s'oriente vers la nutrition et la micronutrition, puisqu'il fait un DU à l'hôpital de Bobigny, je crois, sur la nutrition. Et il a déterminé 7 grands axes. Alors, le premier axe qu'il faut essayer de voir, c'est le tube digestif. Pour moi, c'est la première des choses à soigner et à regarder, c'est comment fonctionne le tube digestif, notamment au niveau du microbiote intestinal, au niveau de la membrane cellulaire de l'intestin et aussi au niveau du mucus. On verra ça tout à l'heure. La deuxième grande chose à regarder, c'est le foie et la détoxination. Parce que le foie, c'est quand même l'élément primordial pour la synthèse. C'est l'usine chimique de l'organisme. Donc, c'est la synthèse de certaines protéines, notamment les protéines de l'inflammation, mais c'est aussi toute la détoxination. Et c'est vrai que pendant une chimiothérapie, eh bien, on émet énormément de toxines, notamment déjà par la chimiothérapie qu'il faudra éliminer, mais aussi les cellules qui sont détruites, puisqu'il y a une guerre
qui est faite, il y a des morts, il y a des cellules qui meurent, les cellules cancéreuses vont mourir, elles devront être éliminées, tous ces déchets vont devoir être éliminés, et c'est souvent le foie qui le fait, et après le tube digestif. Un autre point, c'est l'immunité et l'inflammation. Alors, on l'a vu ce matin, l'immunité est très importante puisque on a tous des petites cellules cancéreuses en nous, mais tant qu'elles restent en dessous de 2 mm, comme disait tout à l'heure Jean-Philippe, eh bien, tout va bien. Et c'est aussi un des rôles de notre système immunitaire, c'est de garder la préservation de notre intégrité. Hein, c'est un peu notre police intérieure, c'est nos gendarmes intérieurs qui font le contrôle de tout ça. L'inflammation aussi, l'inflammation c'est un peu le système, enfin c'est surtout l'inflammation qui va générer une lésion. Quand vous avez une inflammation quelque part, eh bien vous allez avoir un phénomène d'acidification locale. Vous allez avoir des plaies, vous allez avoir des phénomènes de mouvement pour réparer tout ça. Et si ça se fait mal, eh bien, ça peut dégénérer en cancer. Et donc, il faudra traiter l'inflammation et surtout l'inflammation de bas grade. Ce n'est pas forcément de l'inflammation qu'on voit, mais c'est l'inflammation de bas grade. Et ça se calcule par des dosages, etc. Il faudra travailler aussi sur le métabolisme du glucose. Le métabolisme du glucose, on l'a vu ce matin pour la cellule cancéreuse, eh bien, la mitochondrie qui est au sein de la cellule cancéreuse, elle a tendance à fonctionner différemment d'une cellule saine et elle risque de générer une acidose locale et un métabolisme pour la fabrication d'énergie qui se fait sous la voie des lactates. Et c'est un mauvais principe puisque ça va permettre aux cellules de se renouveler, de grossir et de se renouveler. Mais donc, il faudra essayer de limiter la consommation de glucose. Il y a un autre intérêt aussi de regarder le glucose, c'est l'hyperinsulinisme, parce que l'hyperinsulinisme, ça va créer un syndrome métabolique et ça va créer un syndrome inflammatoire. Et c'est ce qui est à l'origine d'une inflammation de bas grade dans l'organisme et qui est à l'origine de beaucoup de pathologies, dont les pathologies cardiovasculaires, mais aussi les pathologies cancéreuses. On va regarder le statut micronutritionnel en oligo-éléments, en vitamines. On sait qu'il y a des oligo-éléments comme le zinc, le fer, le l'iode éventuellement, qui sont intéressants dans le suivi des cancéreux. Et aussi un certain nombre de vitamines, notamment la vitamine D. Sixième pilier, c'est travailler sur la membrane cellulaire et les phénomènes de communication qui sont générés en général et aidés par les oméga 3. Et puis dernier élément à régler, c'est l'énergie. L'énergie, la cellule produit d'énergie à travers la mitochondrie. Et il faut que la mitochondrie fonctionne bien pour que l'individu se défende bien. On l'a vu tout à l'heure avec le glucose, puisque dans le cancer, la cellule, la mitochondrie a tendance à fonctionner d'une manière anaérobique en fabriquant des lactates, mais il faut aussi soutenir les mitochondries, les cellules saines, pour fabriquer l'énergie, et puis ensuite les grandes fonctions de chaque cellule. Alors, on va être un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, commençons par l'intestin. L'intestin, c'est quoi? C'est une muqueuse avec une membrane cellulaire qui est une membrane pas plus épaisse qu'une feuille de cigarette. Donc les entérocytes, ce sont les cellules qui couvrent la muqueuse. Et il y a une seule couche de cellules d'entérocytes. Et ces entérocytes, eh bien, ils sont notre barrière protectrice contre plein de choses. Le microbiote et aussi le système immunitaire intestinal. Alors, le microbiote, c'est les bactéries qui sont dans l'intestin, qui sont nos amis.
à condition qu'elles soient de bonne qualité. Il faut savoir que dans le corps humain, il y a 10 puissance 13 cellules à peu près, et il y a 10 puissance 14 microbactéries, bactéries dans l'intestin, et puis aussi réparties sur d'autres muqueuses. L'essentiel du microbiote, c'est quand même l'intestin. Et puis le système immunitaire intestinal, 70% du système immunitaire de l'individu se trouve dans le système intestinal. Donc c'est important de soutenir, et c'est surtout le système immunitaire inné qui est là. Alors, le microbiote, à quoi sert le microbiote? Le microbiote, je rappelle, c'est toutes les bactéries qui sont dans l'organisme. Alors, le microbiote, vous avez deux types de bactéries. Vous avez les bactéries à gramme plus et les bactéries à gramme moins. Les bactéries à gramme plus sont les bactéries amies en général, alors que les bactéries à gramme moins, ce sont nos bactéries ennemies. Mais il y a quand même dans notre système intestinal un petit équilibre entre les deux. C'est-à-dire que majoritairement, il y a beaucoup de grammes plus, qui sont nos amis, et quelques-unes qui sont grammes moins, mais qui ont une utilité. Par exemple, le Clostridium, qui est une bactérie qui est responsable du botulisme, eh bien, elle est nécessaire pour certaines fonctions dans l'organisme. Et il y en a en très petite quantité, hein, et ce Clostridium, il va rester calme tant que les bactéries de gramme plus, qui sont les bonnes bactéries, sont en quantité suffisante pour empêcher le développement du Clostridium. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un bon système microbiotique équilibré. Et pour ça, on va donner des probiotiques. Donc, alors, il y a une énorme recherche sur les probiotiques actuellement, puisqu'on sait que certains probiotiques, quand ils sont en excès ou quand ils sont en insuffisance, peuvent donner des pathologies ou être le témoin de pathologies. Par exemple, dans l'obésité, on sait qu'il y a une bactérie qui s'appelle l'Archemansia. Je ne sais plus si je le dis bien. Et cette bactérie, eh bien, elle est absente chez les sujets obèses. On a d'autres bactéries qu'on retrouve facilement, par exemple, dans les polyarthrites rhumatoïdes, etc. Et il y a beaucoup de recherches qui s'orientent là-dedans pour travailler justement de par ça. On sait aussi qu'il y a des nouvelles techniques comme la transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on enlève le microbiote de quelqu'un, on vide sa flore, en fait, totalement, et puis on prend le microbiote de quelqu'un qui est sain à côté, on le réinjecte dans notre intestin et on guérit des maladies. Ça, c'est une nouvelle voie de thérapie petite qui se fait surtout aux États-Unis actuellement et qui commence à se faire un petit peu en France, mais dans les centres hospitaliers. Alors, le rôle du microbiote, c'est de protéger les muqueuses intestinales, déjà, c'est important, donc les entérocytes dont on parlait tout à l'heure, c'est de permettre la synthèse et l'absorption de nutriments, de vitamines et de minéraux. Par exemple, la vitamine K, elle est sécrétée dans l'intestin grâce à des bonnes bactéries. Il y a un rôle immunitaire de protection, notamment rôle immunitaire avec la sécrétion des IgA, sécrétoires qui sont des espèces d'immunoglobuline qui nous protègent un petit peu des agressions qu'on va avoir dans notre lumière intestinale qui vient de l'extérieur, de l'alimentation notamment. C'est la protection des entérocytes, hein, des cellules de l'intestin. Et c'est ici, dans le cas présent de la chimiothérapie, ça prépare surtout la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, l'antibiothérapie, toutes les médecines, un petit peu les anti-inflammatoires, les substances chimiques, vont altérer énormément le microbiote et vont altérer surtout la muqueuse intestinale. Alors, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le leaky gut, en anglais, c'est l'hyperperméabilité membranaire intestinale. C'est-à-dire que la muqueuse, sur le petit dessin que vous voyez là, vous avez un entérocyte, ce sont des entérocytes, ce sont comme des cellules qui sont mises les unes contre les autres, comme des pavés.
qui protège l'intérieur de l'extérieur. Les nutriments, normalement, quand ça fonctionne bien, passent de façon active, c'est-à-dire qu'il y a comme des douaniers qui font que ça passe, je prends pas, et puis je prends ce qui est bon, je laisse dans la lumière intestinale ce qui n'est pas bon. Et quand il y a une agression quelconque, notamment par la chimiothérapie, eh bien, vous allez avoir une destruction de ces microbiotes, de ces entérocytes, et surtout, vous allez détruire ce qu'on appelle les jonctions serrées, c'est-à-dire ces espèces de ciments entre les cellules qui font que la muqueuse ne sera plus hermétique. Et à partir du moment où c'est plus hermétique, eh bien, il y a plein de saloperies qui passent. Il y a des choses comme, par exemple, si on peut devenir intolérant au gluten, on peut devenir intolérant aux protéines de lait. Et donc, ça va passer de l'autre côté, ça va passer dans le sang. Et comme ça n'a pas été digéré suffisamment, eh bien, on va faire des anticorps et on peut faire des maladies auto-immunes, des allergies. Et c'est pour ça que quand on supprime les produits laitiers ou certains gluten, eh bien, on va améliorer fortement les patients de ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de germes qui vont passer aussi dans le sang via cette jonction qui n'est plus, entre les cellules qui n'est plus hermétique. Et donc, ces morceaux de cellules vont créer ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. Et l'endotoxémie métabolique va créer des phénomènes inflammatoires de bas grade, ou à bas bruit, si on peut dire comme ça, et ça va générer toutes sortes de pathologies. Donc, il faudra lutter absolument contre ça. Ça peut entraîner aussi des déficits nutritionnels, puisqu'on ne va plus forcément assimiler correctement, on va assimiler des choses qui seront bonnes, des choses qui seront moins bonnes, et des choses qui seront bonnes, on va laisser de côté. Et puis, il y aura un déficit aussi de détoxination, c'est-à-dire qu'on ne va plus correctement éliminer, puisque le rôle de l'intestin, c'est d'assimiler, assimiler. Donc, elle sera perturbée, mais aussi d'éliminer dans l'autre sens et évacuer les substances toxiques de l'organisme. Ah, ça marche plus, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, voilà. Alors, les facteurs de l'hyperperméabilité membranaire intestinale, eh bien, c'est toutes les infections, les carences, vous voyez sur le tableau, bon, je ne vais pas faire le détail, la chimiothérapie. Il y a le sport aussi, les sports intensifs. Le sport intensif est très nocif pour moi et souvent les gens qui font des marathons, qui ne sont pas suivis par un médecin nutritionniste, à mon avis, peuvent avoir des lésions très délétères puisque en fait ça fera un problème de microcirculation. Lors du sport intensif, vous allez dévier la circulation sanguine vers le muscle et au détriment des fonctions comme fonctions digestives, et donc vous allez avoir un défaut de circulation et de microcirculation au niveau de l'intestin et créer des destructions de la membrane intestinale et faire en sorte que après on ait des pathologies plus faciles. J'ai 2 cas de sportifs de jeunes en ce moment qui font des Ironman, qui ne sont pas suivis et ils ont attrapé le Covid et ils sont très 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 mal en point. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils se sont mal défendus, ils ont un système immunitaire qui est déficient et ils ont une perméabilité membranaire qui est déficiente aussi. Alors, le traitement, c'est la glutamine. Alors, la glutamine, c'est un acide aminé qui est conditionnement essentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément indispensable, sauf dans certaines conditions. Et à ce moment-là, il faudra l'apporter. Il est surtout important pour les cellules à renouvellement rapide. Alors, il faut savoir que l'entérocyte, il se renouvelle, donc la cellule de l'intestin, se renouvelle tous les 3 jours maximum. Et celle de l'estomac tous les 12 heures. Donc, c'est important de nourrir ces cellules. Les globules blancs, par contre, c'est tous les 3 mois. Donc,
ça sera le nutriment de ces cellules. Permet la prolifération des cellules immunitaires, donc un rôle immunitaire, un rôle antioxydant, hein, et il faut savoir aussi que la glutamine, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau, puisque c'est elle qui va être la brique de base pour faire le GABA. Et donc, tout ce qui va relaxer le cerveau, c'est un condiment du cerveau, donc pour nourrir le cerveau, c'est un condiment aussi pour le muscle. Et il faut savoir que si on a une carence en vitamines, eh bien, on aura une fuite de la glutamine du muscle vers le cerveau ou vers les cellules du sang ou vers les cellules immunitaires pour les régénérer. Et c'est l'un des mécanismes responsables de l'amaigrissement musculaire et de l'appauvrissement du muscle chez les cancéreux. Alors, il y a une polémique. Alors, c'est le carburant aussi de la mitochondrie. La mitochondrie, elle a besoin de la glutamine pour bien fonctionner. Il y a une polémique, c'est que la glutamine nourrit les cellules à croissance rapide, donc aussi la cellule cancéreuse. Et c'est là tout l'intérêt de considérer le bénéfice-risque. Je pense qu'il faut en donner. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'intérêt à soutenir la fonction immunitaire, à avoir un bon intestin, à avoir un cerveau qui fonctionne bien. Les points positifs sont plus importants que les points négatifs. Voilà. Donc je pense que moi je suis pour en donner. Le zinc qui est important aussi, qui était très, très important pour tout ce qui est viral, hein, puisque le zinc agit sur l'immunité, hein, il va agir sur les lymphocytes, la multiplication des lymphocytes. On sait que les lymphocytes diminuent lors des chimiothérapies. Il va protéger l'ADN. Protéger l'ADN, c'est pour ça que le zinc est très indiqué aussi dans les infections virales comme le Covid. Et c'est pour ça que certains professeurs, notamment du Sud, donnent systématiquement du zinc dans le traitement pour le Covid. Mais ça va protéger aussi l'ADN au niveau du cancer, hein, notamment dans la réplication virale, la réplication de la cellule. Ça favorise la cicatrisation. Moi, je donne systématiquement du zinc aussi, avec de l'échinacée, après la chirurgie, hein, après toute chirurgie, parce que vous allez favoriser et accélérer la cicatrisation après une chirurgie. Ça répare la muqueuse intestinale, il faut du zinc pour l'entérocyte, et il y a une grosse action hormonale. On sait que le zinc, par exemple, agit sur la prostate, agit aussi lors de l'acné chez les femmes en période hormonale, notamment les jeunes filles. La diminution du zinc, elle est diminuée par le café, le thé, le vin, l'alcool, certains antibiotiques et aussi la pilule. Voilà. Les besoins journaliers sont de 15 à 30 mg par jour, mais attention, vaut mieux faire des bilans de temps en temps. Donc moi je fais des bilans de zinc pour voir si le zinc n'est pas trop en excès, parce qu'il aura un effet inverse, donc à donner avec modération. La vitamine D, on sait que c'est une vitamine qui agit à tous les niveaux. C'est la vitamine de la lumière. Elle est synthétisée grâce à la lumière qu'on reçoit au niveau de la peau. Malheureusement, je pense que la vitamine D, elle est plus synthétisée parce qu'on a des foies qui fonctionnent bien, parce qu'il faut une peau qui est saine. Si on met des couches l'été d'anti-UV, eh bien on va empêcher l'absorption de la vitamine D, la fabrication de la vitamine D. S'il y a un foie qui ne fonctionne pas bien, ben, elle ne sera pas métabolisée après. Et si le rein ne fonctionne pas bien, elle ne sera pas métabolisée non plus. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de carences en vitamine D chez les gens, aussi bien dans le sud que dans le nord, puisque moi j'ai un copain qui est dans le sud et qui me dit qu'ils ont des carences autant en vitamine D que chez nous. Donc elle a une action anti-immunorégulatrice, une action antimicrobienne, elle préserve la muqueuse intestinale, donc encore une fois l'inflammation, l'intestin, l'importance de l'intestin, anti-inflammatoire, réparatrice du génome. On
sait qu'elle intervient sur le métabolisme classique. Alors, pour assimiler la vitamine D, il faut une vitamine D pour moi naturelle, journalière, et il faut supérieur, dans le cancer, il faut supérieur à 80 nanogrammes par millilitre dans le sang pour avoir une bonne efficacité de la vitamine D dans le cancer. Donc, il ne faut pas hésiter à monter les doses en cancer. La vitamine D a besoin du gras pour être assimilée, donc c'est pour ça qu'elle est souvent mise avec, vous mettez-la dans une cuillère d'huile d'olive, et il faut de la vitamine A, il faut du gras et il faut de la vitamine A, parce que pour que la cellule puisse absorber la vitamine D, eh bien, elle va se fixer sur un récepteur de la cellule, mais ce récepteur ne va fonctionner que si un récepteur à côté est activé par la vitamine A. Et en plus de ça, il faut du zinc, ce qu'on appelle les fameux doigts de zinc. Donc, il faut les trois conditions, il faut vitamine A, zinc et vitamine D. La lactoferrine. Alors, la lactoferrine, c'est une protéine qui est issue du lait, du petit lait. C'est la régulation de l'assimilation du fer. Alors, le fer, il faut savoir que trop de fer dans le cancer, c'est pas bon, parce que c'est un pro-oxydant, et surtout les fers qu'on donne actuellement sont pro-oxydatifs et sont pro-cancer. Donc, il faut faire attention de donner du fer de façon régulée et modulée, parce qu'il faut du fer pour certaines fonctions, mais il n'en faut pas trop, et il faut du fer de bonne qualité. Si on donne du fer de mauvaise qualité, on va faire ce qu'on appelle une réaction, qui est la réaction de Feinton dans l'organisme, et qui va réactiver tout un processus de radicaux libres qui seront un peu délétères. Donc, il y a une immunomodulation par le fer, et surtout par la lactoferrine. Pourquoi? Parce qu'elle va réguler un petit peu ce fer. Et surtout, ce fer sera mieux assimilé au niveau de la muqueuse intestinale. Parce qu'elle le sécrète, elle le piège. C'est comme si c'était un transporteur du fer, mais c'est un transporteur qui un petit peu annule ses mauvaises actions. Et elle a surtout un effet anti-infectieux, parce que toutes les cellules, les mauvaises bactéries que vous pouvez avoir dans l'intestin, notamment les bactéries Gram-, sont stimulées par le fer. Donc, vous allez favoriser les productions de bactéries pathogènes dans l'intestin. Équilibre intestinal et une action antioxydante et antitumorale de la lactoferrine. Voilà. Alors, on en trouve beaucoup dans le colostrum et dans le lait d'ânesse. Alors, la détox hépatique, là, c'est important, parce que dans la détoxification hépatique, vous avez 3 phases. Vous avez la phase 1. La phase 1, c'est les toxines arrivent au foie par le biais du sang. Toutes d'autres toxines cancéreuses arrivent au foie. Et il faut pouvoir les éliminer. En général, les toxines sont plutôt sous forme liposoluble. C'est-à-dire qu'elles se solubilisent dans le gras. Pour qu'elles soient éliminées dans les fesses, il faut, ou dans les urines aussi, il faut qu'elles soient hydroxylées. Alors donc, on a une première phase qui est la phase d'hydroxydation et qui est dépendante de certaines vitamines, de certains antioxydants, mais cette voie utilise ce qu'on appelle des cytochromes, et notamment le cytochrome P450. Et ce cytochrome P450, eh bien, il peut être perturbé, notamment par le chardon-marie ou par le millepertuis dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a certaines plantes qu'il faut éviter lors de le traitement par de certaines substances chimiques. Parce que ça sera une sorte de compétition qui va exister, ou dans le sens on booste, ou dans le sens on réfrène. Et puis la deuxième phase, alors cette phase elle est très bien, mais attention, il faut que la phase 2 se fasse. Si la phase 2 ne se fait pas, le foie va être engorgé, et puis c'est comme ça que vous allez abîmer votre foie. Donc il faut une deuxième phase qui est la phase de conjugaison. C'est-à-dire que la première phase, on a pris la substance chimique, on a ramené un radical hydroxyle
pour la rendre soluble dans l'eau. La deuxième phase, il faut la conjuguer ou la mettre dans un camion, c'est-à-dire un transporteur, hein, qui peut être ce qu'on appelle ça la conjugaison. On va conjuguer la toxine avec un transporteur, hein, et ça sera sous l'égide de support de certains acides aminés comme la taurine. On retrouve la vitamine ici, la méthionine, qui est importante dans le cycle d'améthylation qu'on verra tout à l'heure, hein, et puis aussi la N-acétylcystéine. C'est pour ça que dans le paracétamol, par exemple, eh bien, il est dégradé en phase 1. Et si on a un déficit, par exemple, congénital, c'est ce qu'on retrouve dans la maladie de Gilbert, on a certaines enzymes qui manquent et qui fait que les gens ne métabolisent pas bien certaines toxines et ils se retrouvent avec un peu les yeux jaunes, un petit ictère, parce que le foie fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce que le foie est engorgé, parce que la phase 2 ne se fait pas bien. Et dans les intoxications au paracétamol, quand on a ça en centre de réanimation, on donne de la N-acétylcystéine, qui est un élément qui soutient la phase 2. Voilà. Et puis la dernière phase, c'est la phase 3, c'est la phase d'élimination, surtout par l'intestin. Donc il faut un bon intestin pour éviter que les toxines soient réabsorbées aussi, si l'intestin fonctionne bien. Les antioxydants. Alors, les antioxydants, ils vont calmer le stress et l'inflammation. Ça va produire... vont calmer le stress. Le stress et l'inflammation, le stress oxydant qu'on appelle, eh bien, produit des radicaux libres. Alors, un stress oxydant, ça peut être par la chimiothérapie. La chimiothérapie va stresser, va amener des radicaux libres, et c'est une bonne chose parce que les radicaux libres, dans ce cas-ci, vont abîmer les cellules cancéreuses et puis les faire mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que pendant les cures de chimiothérapie ou de traitement par même la radiothérapie, qui est aussi très oxydative, eh bien, il faut éviter de donner des antioxydants. Il vaut mieux les donner après, mais après un certain temps. Il faut laisser agir les produits de chimio de la radiothérapie pour que ça dégrade bien les cellules cancéreuses. Donc, les radicaux libres sont faits par notre fonctionnement. Il faut savoir que l'organisme de l'être humain est un organisme qui fonctionne par l'oxygène, donc il est oxydatif. Donc forcément, on a un mode de fonctionnement oxydatif, mais un mode de fonctionnement normal qui est prévu normalement. Quand ça devient trop important, eh bien, on génère par des facteurs endogènes, par exemple, si on a du stress, si on mange mal, si on aura trop de radicaux libres, et c'est aussi un facteur de maladie. Maintenant, je rappelle que dans le cancer, il faut l'intérêt des antioxydants, des radicaux libres sont importants dans la mesure où ils sont là pour traiter le cancer aussi. Donc, il y a un intérêt préventif, c'est de faire des cures avant pour préparer le malade, mais pas pendant les traitements. Les antioxydants, alors, il faut savoir qu'un seul antioxydant, quand vous en donnez trop, va bloquer l'action des autres antioxydants. Donc, il faut être très partagé. Il faut en général en donner plusieurs en même temps. Donc, on travaille avec différentes voies antioxydatives pour les soigner. Alors, la vitamine E est très importante, mais il faut qu'elle soit naturelle. Si elle est synthétique, elle est pro-oxydante, pro-cancer. Par contre, dans la vitamine E, vous avez les tocophénols et les tocotriénols. Et en fait, ceux qui sont les plus importants, et notamment dans le cancer de la prostate, c'est les tocotriénols qu'on trouve dans l'huile de palme rouge et dans l'anato. La vitamine A qui est toxique en excès, surtout si on a des acides gras trop d'oméga 6 et
trop d'acides gras trans. Donc il faut en donner un petit peu, mais très peu, et souvent c'est par le biais de l'alimentation que c'est mieux. Les bêta-carotènes, hein, c'est aussi des antioxydants. La vitamine C, alors je sais qu'en Allemagne, ils utilisent pas mal de vitamine C à haute dose en injectable parce que les cytotoxiques sont disant. Bon, ici, ça ne se fait pas. L'acide R-alpha-lipoïque, alors celui-là, il se donne parce qu'il est à la fois liposoluble et hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il est à la fois bon pour tout ce qui est l'activité en milieu aqueux et le milieu lipidique. Alors, c'est le seul qu'on peut donner sans trop de problème, et surtout il y a une action importante dans la mitochondrie, et il aurait une action un petit peu de protectrice justement dans l'effet, le fameux effet Warburg que Jean-Philippe a exposé ce matin au niveau de la mitochondrie, c'est-à-dire que la voie du lactate pour la synthèse de l'énergie au niveau de la mitochondrie. Le coenzyme Q10 qui est très important aussi, et lui il est important surtout quand on maladie cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que, et notamment quand on donne des statines. Parce que les statines, par une voie qui s'appelle la voie des mévallonates, on va diminuer bien sûr le cholestérol, mais on va aussi diminuer la synthèse du coenzyme Q10. Et le coenzyme Q10 est un donneur, il va réguler les électrons au niveau de la mitochondrie. C'est un piégeur d'électrons. Et ce qui fait que vous allez favoriser le bon fonctionnement de la mitochondrie en prenant du coenzyme Q10. Hein, surtout si les gens sont sous statine. Et le dernier, c'est la glutathion avec la vitamine C, puisqu'il faut de la vitamine C pour la synthèse du glutathion et du sélénium aussi. Ça à donner éventuellement après. Les oméga 3, ça c'est très très important aussi. Pourquoi? Parce que les oméga 3 ont une activité anti-inflammatoire dans le sens où elle va équilibrer l'inflammation au niveau des prostaglandines, des interleukines de l'inflammation. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Or, dans notre société, on ne mange plus assez de poissons, on ne mange plus assez de choses à base d'oméga 3, et ce qui fait qu'on a un déséquilibre. Et donc, trop d'oméga 6 vont amener la synthèse d'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire et qui va avoir des effets délétères sur l'organisme. Donc, il faut, et ça on peut le doser, on peut faire des dosages d'acide arachidonique sur EPA. Les EPA, ce sont les oméga 3 d'origine du poisson et qui vont rééquilibrer l'inflammation. Les oméga 3 ont une action sur les membranes, la notion d'échange, de communication. Ce matin, on a vu que les thérapies ciblées maintenant travaillent sur la membrane de la cellule. Eh bien, là, c'est pareil, les oméga 3 permettent la communication entre les cellules, la communication entre les échanges entre les cellules, les tissus, hein, et pour que les fonctions, les informations qui passent par les protéines, puisque la protéine, c'est la notion d'information, les lipides, ce sont les communications, et si vous avez une membrane de la cellule qui ne fonctionne pas bien, vous allez plus avoir d'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La mitochondrie, les oméga 3 vont travailler aussi, sont nécessaires, le cholestérol, etc., est nécessaire au rôle énergétique de la mitochondrie. Il y a un rôle aussi transcriptionnel des oméga 3 au niveau du génome. Et puis, les dosages, c'est 3 grammes au moins par jour, et ça améliore considérablement le pronostic clinique des gens. Et puis, surtout, les oméga 3 aussi ont une action importante sur le cerveau. Là, on parlait tout à l'heure de l'inflammation du cerveau. Il faut charger
en oméga 3 pour soutenir et diminuer l'inflammation du cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est quand même une boule de graisse. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la cervelle, c'est quand même gras. Et il faut donner du gras pour soutenir la fonction cérébrale. L'inflammation de la curcumine. La curcumine, c'est une substance qui est dérivée du curcuma. Et c'est surtout l'anti-NF-κB. Le NF-κB, c'est vraiment le nerf, le guerrier au niveau du système immunitaire qui va à l'attaque, qui va créer l'inflammation et qui va. Alors il en faut, il faut de l'inflammation, mais il n'en faut pas trop, il faut réguler ça. Bon, après, on sait que ça diminue les prostaglandines pro-inflammatoires, etc. Le rapport oméga 6, et puis diminuer l'hyperinsulinisme en diminuant le sucre et les sucres lents. Et là, on peut faire un test prédictif qui s'appelle le test de HOMA-QI. C'est-à-dire que c'est un test qui permet de savoir si vous avez une insulinorésistance. Et si vous avez un HOMA assez élevé ou un QI bas, eh bien, vous avez c'est l'indication de mettre les gens en régime pauvre en sucre et en féculents, pour justement éviter le diabète pour les gens qui sont diabétiques, mais aussi éviter l'effet Warburg au niveau de la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, c'est la fabrication de la cellule, de l'énergie de la cellule. Bon, moi, je donne pas mal d'antioxydants, de coenzymes Q10 qui transfèrent les électrons au niveau de la mitochondrie, on en a parlé. Et le dernier point, c'est la méthylation. La méthylation, c'est ce qui va agir à beaucoup de niveaux, notamment au niveau du génome, puisqu'il faut une bonne méthylation pour que le génome s'ouvre, enfin l'ADN s'ouvre pour se répliquer. Et s'il y a une mauvaise méthylation, le génome ne va pas, l'ADN ne va pas s'ouvrir pour répliquer la cellule, ou va se répliquer de façon incorrecte. Et c'est là où on risque d'avoir des mauvaises transcriptions, et des mauvaises transcriptions de protéines, ou des mauvaises réplications de cellules. Et donc, la méthylation est très très importante. Alors, la méthylation, c'est quoi? On donne un méthyle sur les molécules, justement, les enzymes, pour justement avoir une action. Donc, il y a un rôle au niveau du génome, il y a un rôle au niveau des neurotransmetteurs. C'est pour ça que certaines personnes qui sont dépressives, et on donne des médicaments contre la dépression, par exemple des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, et ils n'arrivent jamais à les guérir. Et pourquoi? Parce que souvent, il y a un problème de méthylation. Il y a un problème d'oméga 3, mais il y a aussi un problème de méthylation. Donc, utiliser le métabolisme des hormones, la prévention cardiovasculaire, les cellules immunitaires, la synthèse de l'ADN, l'énergie, etc. Donc, ça intervient énormément dans d'énormes réactions. Alors, le marqueur de la méthylation, c'est un facteur favorisant de l'athérogénèse, favorisant la thrombose chez les cardiaques, c'est favorisant de la pro-inflammation, favorisant de la cancérogénèse, puisque ça peut modifier l'expression des gènes, et c'est un facteur favorisant du vieillissement cellulaire. Le marqueur de la méthylation, c'est le dosage de l'homocystéine. Normalement, les laboratoires donnent inférieur à 14. Moi, je dis que c'est inférieur à 7. Sinon, on n'aura pas de résultat. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé. Dans les laboratoires classiques, c'est 60 €. Si on fait dans certains laboratoires spécialisés, c'est un peu moins cher. Alors, si on a un dosage en homocystéine, ça veut dire qu'il faut aller calculer aussi le dosage de la vitamine B9 et la vitamine B12 qui sont importants dans le cycle de la méthylation.
puisque la méthylation, c'est la méthionine qui se transforme en homocystéine, qui fabrique le glutathion, etc. Mais si ça bloque là, s'il y a un excès d'homocystéine, eh bien, ça sera reflet qu'il n'y a pas le retour, c'est-à-dire l'homocystéine doit revenir, être reméthylée pour revenir en méthionine. Et c'est à ce moment-là que les vitamines interviennent. Et si les vitamines ne fonctionnent pas bien, s'il y a une carence ou si elles sont pas méthylées, eh bien, elles vont, vous allez avoir un phénomène d'hyperhomocystéine et puis tous les effets délétères qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau avant. Donc, il faut donner des vitamines. Moi, je donne souvent de la levure de bière, parce que la levure de bière, c'est des vitamines naturelles. Et là, il faut de la bonne levure de bière qui soit sous forme active, donc il faut la mettre au frigo. Ou alors, je donne, dans les cas sévères, je donne des vitamines méthylées, vitamine B9, vitamine B12, et ce qu'on appelle la triméthylglycine, qui est un facteur qui va permettre la méthylation des vitamines. Et le bon cycle de... Voilà. Alors, ça ne marche plus. Voilà. Alors, je finis par le médecin et le patient, et pour le patient, la solution d'attendre pour qu'il puisse trouver les moyens d'autoguérison. Et je pense qu'il n'y a pas que la nutrition, parce que la nutrition est importante, mais moi, je donne les bases. Avec la nutrition, on donne les bases physiologiques pour que ça fonctionne bien. Et après, il y a tout le mental et il y a tout l'énergétique qui est derrière et c'est la place. Monsieur, voilà ça.